Hélène, professeure de santé publique, directrice de l'ISPED, qui va donc nous parler d'intégrité scientifique à la suite de ce que vient de nous dire le professeur Corvol. Bonjour, merci beaucoup je ne vais pas dire merci aux organisateurs de m'avoir invité, évidemment. Merci surtout à l'ensemble de la communauté de l'ISPED, parce qu'on peut être un directeur de structure heureux, et moi je suis une directrice de l'ISPED heureuse grâce à vous tous et grâce à toute la communauté de l'ISPED. Et donc ces 20 ans et cette célébration des 20 ans, évidemment, elle n'aurait absolument pas été possible, non seulement sans la vision initiale de Roger Salamon, de Jacques Bello, de président d'université à l'époque très attentif à ce que la santé publique se développe, et aussi à toute la communauté ensuite qui s'est jointe et qui a contribué à l'organisation évidemment de ces 20 ans, à l'ensemble d'étudiants qui sont devenus eux-mêmes des responsables. Alors merci aussi à cette première présentation de Pierre Corvol. Je crois que je vais avoir un ou deux exemples en commun, mais je vais essayer de décliner vos réflexions à des aspects qui concernent plus particulièrement la santé publique. D'abord, avec un problème qui se voit depuis les années 1975, donc c'est assez récent, qui est le haut de l'iceberg des problèmes d'intégrité scientifique, qui sont les rétractations de papier. Ça ne fait pas si longtemps que ça qu'il y a depuis une trentaine d'années, il y a des papiers dans la littérature scientifique qui sont rétractés. Ils sont rétractés pour des raisons assez graves, des erreurs graves, des falsifications, des fraudes, ou même carrément du plagiat. Et les courbes montrent qu'il y a une augmentation assez forte de ces rétractations, même si elles ne sont pas si nombreuses que ça, c'est plusieurs centaines par an, donc c'est évidemment le haut de l'iceberg des problèmes qu'il peut y avoir de l'intégrité scientifique. Et on pourrait se dire que le nombre de publications augmentant tellement chaque année, des millions, c'est proportionnel au nombre de publications. Pas tout à fait, puisque si on regarde la courbe noire, c'est à peu près la progression, évidemment ce n'est pas sur la même échelle, mais c'est la progression du nombre de publications, donc évidemment important, mais le nombre de rétractations, c'est-à-dire de papiers qui à un moment donné sont retirés, j'allais dire de la circulation de la connaissance scientifique, c'est une progression bien plus importante, ce qu'on voit en bleu pour des erreurs ou en rouge pour des fraudes. C'est-à-dire des comportements qui ne sont pas du tout dans les normes scientifiques que Pierre Corvol vient de nous rappeler. Et alors à la fin ça diminue, c'est tout simplement, n'ayez pas d'espoir, l'épidémie n'est pas terminée. Malheureusement, c'est tout simplement parce que c'est indicé sur l'année de publication initiale. Donc comme il faut un certain temps entre la publication et le moment où la publication est retirée, évidemment, dans les dernières années, la courbe diminue. Donc il n'y a pas de fin de l'épidémie, il y a plutôt une progression de cette épidémie de rétractation et qui concerne l'ensemble des publications scientifiques. J'ai regardé plus précisément s'il y avait une étude spécifique en santé publique. Je n'en ai pas trouvé, mais ce que j'ai trouvé, c'est dans des domaines spécifiques. Et en particulier dans le domaine du cancer. Je ne voudrais absolument pas du tout stigmatiser le domaine du cancer. Il a au moins le courage et la volonté de démontrer que dans son domaine aussi, il y a un certain nombre de rétractations. Là aussi, tout à fait, on a l'impression qu'il y a une augmentation à un moment donné très importante, mais dans le fond, c'est tout à fait proportionnel. C'est la courbe de droite pour vous, tout à fait proportionnelle au nombre de publications. Et puis, si on fait des recherches maintenant, alors en anglais on dit retraction, si on fait des recherches très simples dans PubMed sur le terme rétractation et article, eh bien on voit que maintenant il y a toute une série, tout un mouvement de réflexion justement sur la rétractation des papiers, donc les papiers qui sont les plus gravement atteints par des manquements à l'intégration scientifique.
Mais évidemment, ce phénomène de rétractation qui concerne les cas les plus graves, il concerne uniquement le haut de l'iceberg. Et la question, c'est de détecter, de savoir détecter dans l'ensemble de la science qu'est-ce qui est de qualité ou pas. Alors pourquoi c'est important et pourquoi c'est important particulièrement en santé publique? Ça a été rappelé, l'intégrité scientifique, c'est d'assurer l'objectivité, la transparence, la reproductibilité de la science, la capacité à reproduire les mêmes résultats dans les mêmes conditions expérimentales, et puis l'utilité. C'est aussi de prévenir les biais, la fabrication, la falsification, le plagiat, les interférences extérieures, etc. La santé publique, par quoi elle est animée essentiellement? C'est l'ensemble des efforts d'institutions publiques qui veulent améliorer, promouvoir, protéger, restaurer la santé des populations grâce à une action collective. Définition de l'OMS de 2002. Cette démarche, elle passe par la compréhension des problèmes de santé, par la capacité à concevoir des actions et à offrir des services, et par les évaluer. Autrement dit, un certain nombre de démarches qui ont une utilité directe, immédiate, des retombées immédiates pour la santé des populations. Les résultats que l'on produit en santé publique, sachant qu'ils ont une retombée immédiate, il est difficilement acceptable, peut-être encore plus, si c'est possible de dire qu'il y a une forme de hiérarchie, il est encore plus inacceptable qu'évidemment les résultats des papiers soient compromis par des problèmes d'intégrité scientifique. Comprendre, c'est évidemment toute une activité en santé publique. J'ai remis cette diapo, il y a une très courte vidéo sur ce qui est la santé publique qui a été fait par Greg Martin de Public Health England. Je vous incite à aller la regarder et en particulier à l'utiliser pour les étudiants. C'est une des vidéos de 5 minutes sur YouTube que j'ai trouvé qui est une des plus intéressantes sur ce que c'est la santé publique. Donc ce que c'est la santé publique, c'est comprendre des phénomènes de santé, mais aussi à partir de cette compréhension de leur importance, de leur distribution dans les populations, de concevoir à la fois évidemment la compréhension d'associations entre les expositions et les maladies, mais aussi de concevoir des interventions pour améliorer la santé. C'est aussi d'agir à la fois pour la prévention, mais aussi pour faire en sorte que le système de santé soit durable et équitable. Donc évidemment, toutes les publications qui sont en lien avec ce domaine-là, naturellement, ont un enjeu d'intégrité scientifique. Alors en santé publique, j'ai retrouvé, en faisant la littérature sur ce sujet, un premier travail ou un premier éditorial qui date de 1917. Donc on était déjà préoccupé, au moment de la création des premières écoles de santé publique aux États-Unis, par l'intégrité en santé publique. Et cet éditorial expliquait qu'en santé publique, les méthodes, la qualité des investigations, mais aussi la qualité de la communication des résultats étaient extrêmement importants pour garantir l'intégrité des activités de santé publique, qui évidemment sont par définition des activités de santé collective, et que l'importance était grande parce que des données et des résultats peu fiables conduisent à des décisions erronées, soit dans les politiques de santé, soit aussi à dépenser des financements qui sont de fait gâchés. Mais il soulignait aussi que c'est évidemment un problème de perte de confiance du public. Donc ça rejoint tout à fait ce que Pierre Corvol a décrit. Et puis, en épidémiologie, mais c'est vrai que c'est une des disciplines de base en santé publique, il y a, et ça regroupe un certain nombre de ces aspects, il y a eu un effort international et un effort aussi de traduction en français, de recommandations, de déontologie et bonnes pratiques dès 2007. Et ces principes généraux, c'est l'indépendance professionnelle et technique, la gestion des conflits d'intérêts, le sérieux, la probité et la qualité, la protection des données à caractère personnel, l'information et la communication aux participants, à la communauté scientifique et au grand public, et évidemment le partage des données issues des investigations épidémiologiques. Donc dès 2007, depuis 2007, on a des outils importants en santé publique. Alors ça n'empêche pas,
Et j'ai repris cet exemple aussi. J'ai repris cet exemple, vous en avez donné une partie, et parce que cet exemple-là est aussi un exemple qui montre comment une publication dans le Lancet de 12 cas peut créer un désordre dans le domaine de la santé publique suffisant pour diminuer la couverture, pour aboutir à un moment donné à diminuer la couverture vaccinale contre la rougeole et créer des épidémies une dizaine d'années plus tard, au moins, en Angleterre. Donc ce papier, il a été publié en 1998 dans le Lancet, et donc un papier qui est rétracté, voilà comment ça se présente, on peut toujours y avoir accès, mais il y a la mention rétractée sur ce papier. Et ce qui est assez intriguant avec ce papier, mais c'était dans une vague assez ancienne de rétractation ou de mise en doute très importante de l'ensemble de cette publication. Cette publication, effectivement, il a été démontré par un journaliste d'ailleurs. Toute l'histoire a été racontée ensuite dans un numéro spécial du British Medical Journal, mais c'est un journaliste qui a mené les investigations à un moment donné et qui a démontré que toutes les observations étaient truquées, toutes. Et donc ce qu'on peut démontrer, ce qu'on peut voir pour cet article, c'est qu'il a été rétracté en 2010, c'est-à-dire 12 ans plus tard, et qu'entre-temps, évidemment, on a pu tout à fait utiliser ces résultats. Il y avait des aspects de notoriété extrêmement importants et des aspects également financiers qui étaient à l'origine de ce trucage. Et puis aussi, sans doute, je crois que le Lancet, ça n'est pas pour rien que le Lancet a ensuite publié beaucoup plus tard tout le mouvement ou les premiers papiers du mouvement sur le gâchis de la recherche, parce que Richard Horton, l'éditeur en chef, qui était déjà éditeur en chef à ce moment-là, je crois que pour l'ensemble de la rédaction du Lancet, ça a été un traumatisme important d'avoir laissé passer ce papier. Et donc, dans la suite de ce papier, beaucoup de controverses sur le vaccin. Et en 2008, la couverture vaccinale était tellement faible en Angleterre et au Pays de Galles qu'elle a été déclarée endémique pour la première fois en 14 ans. Je vais passer sur un autre exemple aussi où on dit très souvent qu'il faut fonder les décisions publiques sur du solide, sur la position de couchage des enfants. Eh bien, si cette revue de la littérature a montré qu'il ne fallait pas attendre 2002 pour avoir une recommandation, mais que dès les années 70, on avait des données suffisantes pour cette recommandation. Alors, deux défis majeurs pour la santé publique. Deux défis, l'un qui est propre aux activités intrinsèques de la santé publique sur les données et les méthodes, et un sur, comme le reste des activités scientifiques, avoir un environnement propice. Et c'est vrai que l'ensemble du rapport Corvol et l'ensemble des actions qui sont mises en place créent cet environnement propice, mais comme il faut réfléchir à l'horizon 2030, il y a encore des choses à faire à l'horizon 2030. Dans le domaine de la santé publique, on va être dans les 15 années à venir, on va être dans la situation d'utiliser des données biomédicales que chacun, et des données en général, que chacun n'a pas recueillies lui-même, où il ne contrôle pas complètement toute la qualité. Ça, c'est un premier enjeu important, évidemment. Et puis le deuxième, c'est que le niveau de preuve, on sait à peu près le maîtriser dans le cadre d'essais cliniques pour des médicaments. Pour tout le reste, et en particulier pour la recherche interventionnelle et agir dans les communautés, on sait encore peu. Le premier papier de Michel Campbell que je cite ici, que j'ai mis ici sur cette diapo, il date de 2010. L'extension aux essais en cluster, c'est 2014. Donc on est encore dans une réflexion méthodologique très importante sur le niveau de preuve pour la recherche interventionnelle. Donc il y a encore beaucoup. Il y a un agenda pour la santé publique important à la fois sur la formation, pour réaffirmer l'importance des concepts traditionnels, mais aussi pour comprendre comment on va utiliser l'ensemble de ces nouvelles sources de données, contrôler leur qualité et leur fiabilité, travailler effectivement sur la prédiction et la causalité, la communication des résultats, mais aussi toutes les réglementations qui permettent d'avoir accès aux données tout en respectant la sécurité et évidemment le côté privé de ces données.
Et puis en recherche, il y a également beaucoup d'aspects méthodologiques de mise en commun de ces données qui restent également avancer. Deuxième point sur lequel je voulais insister, c'est que la santé publique, et particulièrement la recherche en santé publique, est jugée finalement un peu comme beaucoup d'ailleurs avec les mêmes critères que le reste de la recherche. Et on est confronté aussi, dans tous les domaines, avec les normes scientifiques que l'on aimerait tous suivre, c'est les normes de la colonne A. Mais ce que nous font vivre nos institutions de recherche, que je ne critique pas nécessairement, mais c'est quand même notre vie de tous les jours, c'est la colonne B, c'est-à-dire une compétition intense, des enjeux financiers, l'évaluation sur purement l'H-index ou l'impact factor, le fait qu'on soit surtout reconnu pour le nombre de publications qu'on publie et pas nécessairement pour l'utilité et l'impact de quelques publications aussi quand même, mais l'évaluation qualitative est moins valorisée. Et donc, on peut être aussi tenté dans ce monde-là d'avoir des comportements qui ne sont pas nécessairement intègres parce que nos institutions elles-mêmes ne s'impliquent pas suffisamment. Et encore une fois, l'ensemble des mesures qui sont mises en place à la suite du rapport de Pierre Corvol sont très importantes, c'est une base, mais ça n'est sans doute pas suffisant pour que l'ensemble des chercheurs maintiennent leur santé. C'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas dans des situations de difficulté, de ce qu'on appelle dans le management moderne de cohérence de rôle, c'est-à-dire qu'on vit et on a des injonctions qui sont difficilement compatibles avec l'éthique de notre métier. Alors le Lancet, encore une fois, le reconnaît tout à fait et a publié toute une série d'articles justement sur le fait qu'il faut réformer aussi l'environnement de la recherche et les systèmes de parcours et de récompense dans le domaine de la recherche. Alors je ne vais pas redire ce qui a été dit sur la mise en place effectivement de la formation très tôt chez les doctorants. Très tôt chez les doctorants, ça veut dire qu'il faut aussi que l'ensemble des générations au-dessus des doctorants soient aussi extrêmement sensibilisés à cela. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un agenda aussi pour les responsables d'institutions et les financeurs. Pour les responsables d'institutions, il faut qu'ils s'impliquent sans doute beaucoup plus fortement dans l'instauration de climats respectueux des normes de la science. La science se fait aussi dans les universités, dans les organismes de recherche. Pierre Corvol l'a dit, une charte c'est très bien, mais comment récompense-t-on vraiment le partage des données de qualité? Comment change-t-on le système d'évolution du parcours professionnel? Comment promeut-on la formation et qu'on la rende suffisamment spécifique aux disciplines et aux communautés? Comment communique-t-on à tous leurs droits et leurs responsabilités? Et comment renforce-t-on des comportements qui, lorsqu'ils sont particulièrement favorables à une recherche intègre et en particulier de la part aussi des directeurs de laboratoires qui sont bien sûr tous parfaitement honnêtes et intègres, mais qui doivent aussi pouvoir accompagner les doctorants puisque eux-mêmes sont sous des pressions importantes de publication et de financement. Et pour les financeurs, c'est aussi d'apprécier l'impact de la recherche en mettant en œuvre des critères qui permettent d'apprécier la qualité et pas seulement la quantité en recherche, et qui aussi, évidemment, permettent de dépister non pas les grands problèmes d'erreur ou de falsification, mais aussi l'ensemble des pratiques de recherche préjudiciables quand ils évaluent les projets. Et enfin, sans doute qu'il faut imposer aussi plus largement le partage de données. On le fait beaucoup dans notre communauté, déjà, mais sans doute encore plus parce que c'est aussi un bon moment pour que d'autres chercheurs puissent apprécier la qualité des données et les faire évoluer. En santé publique, il y a par définition à l'intérieur de la santé publique, du fait des méthodes, du fait de l'expérience que l'on a sur l'utilisation des données, il y a déjà, par rapport à l'intégrité scientifique, une culture de l'utilisation des données. Mais évidemment, on doit aussi être dans un environnement le plus propice possible.
Voilà, merci beaucoup.